Bonjour à tous, je suis Anthony Foulonneau, expert de la plateforme Maslow.imo et aujourd'hui on va aborder les 8 points à éviter pour réaliser un bon investissement locatif. La première erreur à ne pas faire va être de sous-estimer les coûts. En effet, il va y avoir déjà les coûts d'acquisition, donc les frais de notaire. Les coûts d'acquisition, si on est dans du neuf, on va être sur des taux qui vont être réduits, entre 2,5 et 3% du montant d'acquisition. Et si on est dans de l'ancien, entre 7,5 et 10%. Les coûts d'acquisition, les coûts de rénovation de l'habitat, etc., les coûts de travaux, parce qu'en effet, il va y avoir déjà les coûts d'embellissement à faire ou à faire soi-même. Il faut avoir une vraie maîtrise, une bonne tarification, entre guillemets, de toutes ces choses-là pour bien appréhender l'investissement que l'on s'apprête à réaliser. Donc, maîtriser les coûts et surtout avoir en tête que quand on fait de l'investissement locatif, c'est pas non plus, quelque chose d'extrêmement linéaire. Il peut toujours y avoir des aléas, il faut les avoir en tête. Et c'est aussi pour cela que l'on dit qu'il est nécessaire d'avoir plusieurs mois de loyer d'avance de côté de manière à éviter les vacances locatives, ces différentes charges ou coûts qui peuvent être inhérents à la vie du bien. La deuxième chose essentielle va être de ne pas sous-estimer le DPE, le diagnostic de performance énergétique. En effet, avec la loi climat et résilience, il est essentiel d'avoir en tête que les logements les plus mal classés seront petit à petit retirés de la location. Donc si vous vous apprêtez à acheter un appartement, ayez une bonne connaissance du DPE en cours, un DPE actualisé, récent. Ce DPE-là, bien sûr, s'il n'est pas bon, il va falloir anticiper des travaux. Les travaux, c'est pas juste repeindre le logement et changer pour mettre du parquet. J'en ai fait moi-même les frais. Rendre instagrammable l'appartement, c'est très bien, mais ça améliore pas considérablement la note et donc ça permet pas d'avoir une vision durable de la mise en location du logement. Donc renseignez-vous bien parce que pour améliorer considérablement la note, il est souvent essentiel de faire des rénovations d'isolation par l'intérieur. Donc dans ce cas-là, supprimer des mètres carrés pour réellement améliorer la note ou faire une rénovation avec une isolation par l'extérieur, mais dans ce cas-là, avoir l'accord de l'intégralité de la copro et que tout le monde soit prêt à payer des sommes souvent relativement élevées pour finalement isoler le logement par l'extérieur et ainsi baisser réellement la note et ne pas donc s'arrêter juste à changer le parquet. Donc le point du DPE va être aussi important, aussi bien au moment de l'achat, parce qu'en fonction de la note du bien, quelquefois les banques pourront appliquer une pénalité au niveau du taux. Si votre bien est bien noté, vous aurez un taux bonifié ou un taux bon, et si la note n'est pas bonne, la banque pourra appliquer un taux différent. Il sera aussi important au moment de la revente, parce que la personne qui vous l'achètera, il y a de fortes chances que pour étudier les différentes pistes de faire baisser votre prix, elle se penche sur votre DPE. Si votre DPE n'est pas bon et si le logement est dans très peu de temps interdit à la location, c'est un point qui sera essentiel pour vous, soit de faire les travaux ou d'anticiper ça dans la négociation qui viendra. Le troisième point va être finalement la législation. Dans la législation, il va y avoir la fiscalité, parce qu'en effet, quelquefois, on s'arrête simplement à se dire « j'ai un loyer de temps qui est équivalent à mon remboursement de crédit, l'opération elle est blanche ». C'est faux, il faut prendre en compte toutes les charges et il faut surtout prendre en compte les impôts. Il ne faut pas oublier que les revenus locatifs de base sont les revenus les plus fiscalisés, impôt sur le revenu et CSG. Donc avoir une bonne connaissance de la fiscalité, une fiscalité adaptée à votre situation et anticiper sur le projet sur lequel on se positionne. Ensuite, il va falloir avoir une connaissance des possibles plafonnements des loyers en fonction des zones tendues dans lesquelles on investit. Importante à prendre en compte aussi. Il peut y avoir quelquefois des permis de louer en fonction des différentes villes, une réglementation spécifique dans des villes comme Nice, comme Lyon, etc., où il sera important d'avoir une autorisation de la mairie pour pouvoir le louer en location courte durée, type Airbnb. Qui plus est actuellement dans le collimateur du gouvernement, et donc bien avoir en tête que si on achète un bien dans le but d'y faire de la location Airbnb, il faut des autorisations dans certaines villes, et 2, se renseigner et avoir en tête que peut-être que dans les prochaines années, il va y avoir des restrictions supplémentaires sur ce type de mise en location. La quatrième erreur à ne pas faire va être de se cantonner à investir uniquement à côté de chez soi. En effet, souvent on nous dit qu'il est important de maîtriser, de connaître la zone dans laquelle on va investir. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que pour autant il faut s'arrêter uniquement à une zone que l'on connaît. Ce qui est important, c'est d'étudier la zone en comprenant les différents potentiels qu'il va y avoir dans les mois ou dans les années à venir. Souvent, dans une grande ville, ce n'est pas uniquement dans les zones matures qu'il est intéressant de se positionner, mais quelquefois dans des quartiers un petit peu plus en devenir. Ces quartiers-là qui ont des budgets spécifiques d'alloués et sur lesquels il y a un vrai potentiel d'évolution dans les années à venir. Donc, ouvrez les écoutilles, regardez dans des endroits qui ne sont pas spécialement juste à côté de chez vous, mais qui ont un fort potentiel de plus-value à terme.
La cinquième erreur à ne pas faire va être de sous-estimer la gestion locative de son logement. En effet, souvent, on a tendance à penser que la gestion locative est extrêmement simple, mais pour autant, il y a différents points à maîtriser. De la sélection du locataire, la vérification de ses papiers pour s'assurer qu'il y ait bien un réel dossier solide et véridique. Souvent, une recrudescence des faux dossiers de manière à pouvoir disposer d'un logement malgré des ressources insuffisantes et donc des assurances qui ne couvriraient pas en cas de sinistre. Donc, avoir une bonne connaissance du profil de locataire qui vient postuler chez vous, avoir une maîtrise aussi à la fois de la rédaction du bail, mais se couvrir en cas d'impayé, de vacances locatives ou de détérioration du logement. C'est plein de points à avoir en tête, à maîtriser, et c'est ce qui fait que souvent on préfère passer par un gestionnaire qui va lui maîtriser tout ça et l'ensemble des charges seront déductibles des revenus que vous percevrez. La sixième erreur à ne pas faire va être de se tromper dans le choix de la fiscalité. En effet, il faut une fiscalité adaptée à votre situation. Je vous donne un exemple. Investir en loi Pinel si l'on paye suffisamment d'impôts peut être une bonne chose pour, à terme, se constituer du capital. Pour autant, quelqu'un qui ne paye pas d'impôts n'aura pas intérêt à investir en loi Pinel parce que c'est une réduction d'impôt et pas un crédit d'impôt. Donc, si vous n'avez pas d'impôt, l'État ne vous refera pas un chèque. D'accord ? Donc, il est important de choisir la bonne fiscalité. On ne prend pas un Doliprane si on a pas mal à la tête. Donc, c'est essentiel à chaque fois de faire un constat sur quelle est ma situation fiscale, patrimoniale, etc. et de faire de faire une bonne cartographie de toutes les fiscalités faisables et de regarder la plus adaptée, aussi bien à ma situation aujourd'hui, mais surtout à l'atteinte de mes objectifs futurs. Donc, idéalement, faites-vous accompagner au mieux de manière à, si vous n'avez pas la connaissance parfaite de toutes ces différentes fiscalités, de vérifier ce qui peut être le plus adapté à votre situation à vous. La septième erreur à ne pas faire va être de sous-estimer la tension locative et la dynamique du marché sur lequel on investit. En effet, il est important à chaque fois d'avoir en tête d'être dans un marché tendu, le plus demandé possible, et où on sait que la zone est en plein essor, en plein développement, là où il y a des moyens d'investir pour changer, améliorer les choses et donc apporter une dynamique de croissance à la valeur du bien dans lequel on souhaite se positionner. Il est important de bien s'assurer qu'on est face à des critères de choix objectifs, d'être proche de toutes les commodités, à côté des transports en commun, etc., etc. La huitième erreur à ne pas faire va être de se cantonner uniquement à la recherche d'un bien qui permettrait de générer des cash flows positifs, donc des revenus supérieurs à ce que finalement coûte l'opération au quotidien. Aujourd'hui, il faut prendre en compte toutes les choses. Ce n'est pas uniquement parce qu'on a un revenu, imaginons, de 500 € et un crédit de 500 € qu'on est en cash flow positif. En effet, ce n'est pas le cas. Si on prend en compte toutes les charges qu'il va y avoir sur le bien, il y a toujours un effort d'épargne nécessaire. Pour autant, cet effort d'épargne, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Si, je vous donne un exemple, si une fois que vous avez pris toutes les entrées et les sorties d'argent, il est nécessaire pour équilibrer la balance de rajouter 200 € de votre poche. Si vous mettez 200 € de votre poche mais que vous remboursez un crédit à 1000, l'opération elle est bonne ou elle est mauvaise ? L'opération elle est bonne. Elle est bonne parce que finalement c'est comme si vous tous les mois vous mettiez sur un livret 200 €, sauf qu'en réalité vous capitalisiez 800 en dehors des intérêts. L'opération est extrêmement bonne. Vous avez profité de l'effet de levier du crédit, vous avez acheté avec de l'argent que vous n'aviez pas et c'est pas vous qui l'avez réellement remboursé. Vous avez eu le locataire, vous avez eu l'État si vous avez profité d'un avantage fiscal, et vous avez simplement équilibré la balance. Le cash flow n'a pas été positif, mais l'opération a été extrêmement bonne. Parce qu'au final, ce n'est pas vous qui avez payé l'appartement, vous n'en avez payé qu'une petite partie. Voilà, la recherche uniquement du cash flow positif n'est pas une fin en soi. Ça a été possible, en effet, pendant un temps. On a connu une période où on empruntait à des taux qui étaient gratuits et on achetait des biens à pas cher, où on n'avait pas de contraintes spécialement de rénovation énergétique pour pouvoir louer l'appartement. Mais aujourd'hui, dans le monde, dans la vraie vie, finalement, aujourd'hui, c'est pas spécialement facile ni possible de trouver ce genre de bien. Et si on veut avoir une vision durable et fonctionnelle de l'opération, ça nécessite souvent, tout le temps, pour ne pas dire, un effort d'épargne. Mais cet effort d'épargne, il est raisonnable compte tenu du montant que vous capitalisez en face. Si vous n'avez payé qu'un tiers de l'opération, elle est bonne ou elle est mauvaise ? Elle est bonne. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site maslow.imo. Nous serons là, bien sûr, derrière l'écran pour répondre à chacune de vos questions, que ce soit sur de l'investissement dans l'ancien, dans du neuf. On sera là pour étudier votre situation, la comprendre au mieux et vous aiguiller sur ce qu'il est possible ou non de mettre en place. Merci.